Et c'est donc au tour de Nathalie Mauriac, d'ailleurs, de prendre la parole. Pas besoin d'une très longue présentation. Elle a été souvent au Japon avec les collègues qui ont parlé aujourd'hui, nombreux. Elle est apparue dans les études proustiennes il y a très longtemps, en 1987, avec la publication d'Albertine disparue qui avait été retrouvée. Et elle vient de publier les 75 feuillets qui ont également été retrouvés dans des archives. Entre-temps, eh bien, il y a eu beaucoup de travaux, beaucoup de publications, d'éditions, notamment celle des cahiers, les 75 cahiers manuscrits de la Bibliothèque nationale dans l'édition diplomatique chez Brepols, dont un certain nombre sont déjà sortis, faits par notamment des collaborateurs présents dans ce colloque. Publication de l'agenda de 2006, il y a quelques années, et Nathalie Mauriac est donc responsable de l'équipe Proust à l'ITEM et également du bulletin d'information proustienne publié par l'ITEM. Donc, beaucoup de travaux sur Proust et nous allons l'entendre nous parler des épreuves des jeunes filles en fleurs qui truffent une édition de luxe de ce volume. À vous, Nathalie. Merci beaucoup, Antoine, de votre présentation. Merci encore à Kazuyoshi Yoshikawa et à tous les organisateurs pour ce colloque qui nous permet de nous retrouver malgré tout. Et donc, c'est une grande joie pour moi et un grand honneur d'intervenir. Donc voilà, j'ai annoncé un sujet sur À l'ombre des jeunes filles en fleurs, l'édition de luxe. Comme vous le savez, l'année dernière, il y a déjà 2 ans, en 2019, en France, on a beaucoup célébré le prix Goncourt reçu par À l'ombre des jeunes filles en fleurs. Mais il s'agit de ne pas oublier l'édition de luxe que donc Proust avait publiée en 2020, en 1920, pardon. Et donc, voilà, cette présentation aurait dû avoir lieu l'année dernière, mais je pense qu'il ne fallait pas oublier cet anniversaire. Donc, cette édition de luxe qui a été tirée par l'ANRF a été voulue par Proust. Et voulue par Proust, il faut le noter, bien avant le prix Goncourt, puisqu'elle a été achevée d'imprimer en février 1920, c'est-à-dire très peu après qu'il ait reçu le prix. Donc, il me semble que ce sujet n'est pas tout à fait déplacé dans ce beau colloque sur Proust et la correspondance des arts, puisque cette édition n'est pas seulement une curiosité pour bibliophiles. En effet, s'y conjugue la peinture à travers un élégant emboîtage cartonné que vous voyez ici, qui est peint au pochoir dans plusieurs séries de couleurs et dans au moins 5 séries de motifs, en fait. La gravure, et vous voyez la belle héliogravure du portrait de Blanche. L'art du livre, car c'est une édition réimposée, laissée en feuilles et imprimée sur papier Bible. La littérature, bien sûr, à travers le texte de Proust. Et puis, l'écriture, à travers les planches manuscrites, qui, à compter de 2, parfois 3, et même exceptionnellement 4 par volume, viennent truffer cette édition. Puisqu'il en existe 51 volumes, on peut estimer le nombre de ces planches à 100 au bas mot, et probablement 110, voire 120. Au fil des années, à la dispersion naturelle des 51 exemplaires qui avaient été acquis par les souscripteurs, dans les années 20, s'est jointe bien sûr la dispersion des planches qui s'y trouvaient. Un certain nombre ont rejoint les collections publiques, mais un grand nombre sont en main privée. Il y a une vingtaine d'années, l'équipe Proust de l'ITEM avait confié à Pira Wise la tâche redoutable d'en entreprendre l'inventaire, et les résultats sont là, détaillés dans le dernier numéro du bulletin d'information proustienne.
Ce sont plus de 25 des 51 exemplaires existants ou ayant existé dont Pyrrha Wise a retrouvé la trace, et donc la moitié. Et ce sont plus de 70 sur 110 ou 120 planches qui ont été identifiées, donc environ 60%. Alors, quelles leçons en tirer aujourd'hui? Parce que l'inventaire de Pyrrha est désormais suffisamment conséquent, suffisamment nourri, on peut envisager le classement génétique de ces planches. Ce classement est d'autre part facilité par les travaux pionniers qu'avait conduit Francine Goujon bien avant la réalisation de cet inventaire, en se fondant alors sur la seule correspondance de Proust avec les éditions de la NRF. Travaux qui avaient conduit Francine Goujon à distinguer, selon les parties des jeunes filles, 2, 3, voire 4 séries d'épreuves. Alors, il ne s'agit évidemment pas pour moi de vous présenter aujourd'hui ce classement, ce serait bien trop aride, mais je voudrais vous donner un exemple de ce que ces planches peuvent nous apporter quant à la lecture des jeunes filles en fleurs. Et j'en profite pour vous signaler qu'aura lieu à l'ITEM le 2 juin prochain une journée d'études qui sera exclusivement consacrée donc à ces planches. Alors, je dois tout de même pour commencer rappeler ce que sont ces documents, ce que sont ces planches. Leur histoire est peu ordinaire, elle s'étale entre juin 14 et le début de 1918. Elle tient d'abord à l'interruption de la publication du 2e volume de La recherche du temps perdu à cause de la guerre. Proust se retrouve donc avec 37 placards, ceux qu'avait imprimés Grasset pour ce 2e volume, et bien entendu, il les corrige. Et c'est Gallimard, son nouvel éditeur, qui va en hériter en novembre 1916. Et une de ses employées, qui est passée à la postérité proustienne sans son prénom, mademoiselle Rallet, consciente certainement du défi que présentaient pour les ouvriers typographes des documents aussi abondamment corrigés, mademoiselle Rallet va opérer un véritable travail de remise en page. Elle va séparer au ciseau les parties imprimées des parties manuscrites, les disposer sur de grandes pages de papier fort, donc ces fameuses planches, et les fragments ainsi obtenus vont être collés dans l'ordre de lecture et donc de composition et numérotés les uns à la suite des autres. Ce travail de réorganisation, on peut dire d'optimisation éditoriale du manuscrit, concerne d'abord Autour de Madame Swann et la première partie de Nom de pays, le pays, jusqu'à l'apparition de la petite bande. Il débouche sur un ensemble de 35 planches au moins, dont à ce jour, la moitié a été retrouvée, qu'on peut appeler les planches Grasset. Ce sont ces planches Grasset qui deviennent des placards composés par la NRF, placards sur lesquels Proust reprend son travail de correction, d'où sous les ciseaux de mademoiselle Rallet, de nouvelles planches, suivies elles-mêmes de nouveaux placards et de nouvelles planches. Mais comme l'a montré Francine Goujon, la répétition du processus n'est pas uniforme selon les parties du texte. Cette répétition concerne surtout Autour de Madame Swann, où se concentrent les corrections de Proust. Pour la fin du livre, en gros l'épisode des jeunes filles, Proust a fourni à la NRF en octobre 17, soit 1 an après l'ensemble des placards Grasset, un manuscrit autographe qui a été réparti de la même façon par mademoiselle Rallet en 34 planches, dont 28 aujourd'hui, à ce jour, ont été retrouvées, la dernière passant en vente dans quelques jours. Ces planches sont pourvues de numéros, tous précédés de la mention cahier violet. Le dit cahier violet, comme l'ont établi Francine Goujon puis Caroline Zilovitch, renvoyant sans doute non à un cahier de Proust, mais à la chemise dans laquelle la NRF avait rangé les 2 cahiers manuscrits en mauvais état que lui avait remis Marcel Proust. Et contrairement aux sections précédentes, les planches cahier violet ne donneront lieu qu'à une seule et unique série de placards. Alors, ce sont vraisemblablement ces planches qui ont frappé assez Proust pour lui inspirer l'idée de l'édition de luxe. Il les évoque fréquemment dans sa correspondance, il parle de merveilleux arrangements, il parle d'un travail artistement composé, il évoque même les gracieux chefs-d'œuvre de mademoiselle Rallet, qu'il qualifie de grande artiste,
si ingénieusement charmante pour mon livre. Le manuscrit, malgré mon affreuse écriture, est ravissant et a l'air d'un palimpseste à cause de la personne qui le collait avec un goût infini. Remarquons que ce n'est pas la première fois que Marcel Proust crée avec le secours ou la collaboration d'une main féminine. Qu'on songe à Madeleine Lemaire illustrant Les plaisirs et les jours, à Madame Proust et à Marine Lordinger à l'époque des cahiers de rédaction de la traduction de Ruskin, et bien sûr à Céleste Albaret, de plus en plus étroitement associée à partir de la guerre à la confection des manuscrits proustiens. Je voudrais maintenant essayer de vous présenter, donc, comme je vous l'ai annoncé, rapidement, un exemple de ce que pourrait apporter à notre lecture ces planches des jeunes filles. Le passage que j'ai choisi figure au début de Nom de pays, le pays, pendant le voyage en train du héros et de sa grand-mère vers Balbec. Comme vous vous en souvenez, après une difficile séparation d'avec sa mère et après avoir bu un peu trop de bière pour éviter une crise de suffocation, le héros parvient à lire quelques pages d'un volume de lettres de Madame de Sévigné que lui a passé sa grand-mère. Ma grand-mère, qui était venue à Madame de Sévigné par le dedans, par l'amour pour les siens, pour la nature, m'avait appris à en aimer les vraies beautés. Elle devait bientôt me frapper, d'autant plus que Madame de Sévigné est une grande artiste de la même famille qu'un peintre que j'allais rencontrer à Balbec et qui eut une influence si profonde sur ma vision des choses, Elstir. Je me rendis compte à Balbec que c'est de la même façon que lui qu'elle nous présente les choses, dans l'ordre de nos perceptions, au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Mais déjà cet après-midi-là, dans ce wagon, en relisant la lettre où apparaît le clair de lune, je ne pus résister à la tentation, je mets toutes mes coiffes et casaques qui n'étaient pas nécessaires, je vais dans ce mail dont l'air est bon comme celui de ma chambre, je trouve 1000 coquecigrues, des moines blancs et noirs, plusieurs religieuses grises et blanches, du linge jeté par-ci, par-là, des hommes ensevelis tout droit contre des arbres, etc. Je fus ravie parce que j'eusse appelé un peu plus tard, ne peint-elle pas les paysages de la même façon que lui les caractères, le côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. Ce passage très connu était donc totalement absent du texte tel qu'il figurait en juin 1914 sur les placards imprimés par Grasset. Proust l'introduit donc dans le roman entre juin 14 et novembre 16, date de la remise de ces placards Grasset corrigés à Gallimard. Et il lui apporte de nouvelles modifications sur 2 séries de placards suivants, en 1917 et 1918. Nous avons donc à notre disposition, pour en étudier la naissance et l'évolution, 2 des 3 planches confectionnées par Mademoiselle Rallet, la planche numéro 23 correspondant au placard Grasset où le passage apparaît, elle est conservée dans la collection de M. Rainer Speck, et la planche numéro 19 correspondant au placard NRF qui est conservée à l'Université du Texas, planche où Proust donc corrige ce passage apparu précédemment. Alors ce que l'on retient habituellement de ce morceau, à juste titre, ce qui a retenu la plupart des commentateurs, en tout cas, comme Vincent Descombes ou Carlo Ginzburg, c'est la chute, le fameux côté Dostoïevski des lettres de Madame de Sévigné. Cette formule mémorable apparaît donc dans la 2e version, sur la planche que vous avez à droite, sur la planche NRF, à la clausule en fait, à la clausule de la période que Proust a travaillé sur un papier collé et où il a hiérarchisé les éléments qui dans la première version étaient simplement juxtaposés. Alors, je n'ai pas le temps de faire une étude approfondie de la construction de la période, mais enfin, elle se forme entièrement lors de la 2e version. Et c'est là qu'apparaît la formule frappante à la clausule. La puissance de cette formule semble avoir frappé Proust lui-même, car il éprouvera le besoin d'y revenir plus tard, dans le cahier 11, c'est certainement postérieur, dans l'écriture, lors de la conversation littéraire du héros avec Albertine, laquelle l'invitera en quelque sorte à mieux développer et expliciter sa pensée.
C'est comme si la formule avait pris une sorte d'existence autonome et qu'on pouvait, à commencer par son auteur lui-même, la sortir de son contexte et en discuter la valeur et la pertinence en soi, ainsi qu'on le ferait d'une sorte de maxime. Proust y reviendra encore dans une autre conversation, cette fois avec Gilberte, après la mort de Saint-Loup, quand le narrateur s'interroge sur ce que serait une manière elstérienne ou dostoïevskienne de peindre la guerre, et alors qu'il est encore question de Madame de Sévigné dans le contexte, chez laquelle figure déjà le vocable de tranchée. Or, l'examen du manuscrit que nous avons désormais nous invite à remettre cette maxime dans le contexte du roman. La première fonction de cet ajout, c'est évidemment de préparer, de faire miroiter la visite à l'atelier d'Elstir, ce morceau erratique du roman, comme disait Jo Yoshida, morceau dont le professeur Yuzawa nous a rappelé tout à l'heure qu'il s'était fixé en 1913 du côté de l'épisode des jeunes filles, donc récemment, à l'époque dont nous parlons. La citation de Madame de Sévigné s'inscrit parfaitement dans cette perspective de préparation de la visite à l'atelier d'Elstir. Elle fonctionne comme un ut pictura poesis, comme l'ekphrasis d'un nocturne à la manière de Whistler, en noir, blanc et gris. Quant à Dostoïevski, on peut avancer que ce qui motive sa présence ici est la nécessité d'octroyer au plus vite à l'art du romancier un droit à l'esthétique de l'impression qui soit égal à celui qui est reconnu à la peinture et à la poésie. Il s'agit de lui trouver d'emblée un représentant. Le narrateur nous annonce donc sa rencontre bouleversante avec Elstir, tandis que l'auteur, lui, nous laisse entrevoir qu'il va faire du Dostoïevski, c'est-à-dire présenter les choses dans l'ordre de nos perceptions au lieu de les expliquer d'abord par leur cause. Si bien que la seconde fonction de cet ajout est d'énoncer par Dostoïevski interposé la manière dont sont présentés les personnages du roman qu'on est en train de lire, c'est-à-dire dans l'ordre des perceptions du héros. La prolepse ne porte donc pas seulement sur l'épisode de l'atelier d'Elstir, elle prépare évidemment la première apparition de Monsieur de Charlus, l'étrange rencontre par le héros à Balbec d'un monsieur qui le fixe avec des yeux dilatés par l'attention et qui lui semble un fou, un escroc ou un espion. La présence latente de Monsieur de Charlus ici est d'autant plus pertinente qu'il se révélera à Balbec, comme on sait, grand connaisseur et amateur de Madame de Sévigné, à la satisfaction de la grand-mère. Si on revient au contexte de notre passage sur la planche Grasset maintenant, on constate que Madame de Sévigné y est particulièrement présente. Il avait d'abord été question d'elle à la gare, au moment du départ pour Balbec, quand le narrateur évoquait la lubie de la grand-mère qui aurait été de refaire le voyage de la marquise vers l'Orient. Or, avant d'ajouter notre passage, Proust intercale sur cette planche Grasset, sur ces placards Grasset, 2 citations de la marquise. Ces citations sont prononcées par la grand-mère du héros, puis par sa mère. « Ma fille, dit ma grand-mère, je te vois comme Madame de Sévigné, une carte devant les yeux, et ne nous quittons pas un instant. » Et la deuxième citation, cette fois-ci adressée par la mère à son fils, « Ma mère, voyant que j'avais peine à contenir mes larmes, me disait, Régulus avait coutume dans les grandes circonstances, et puis ce n'est pas gentil pour ta maman, citons Madame de Sévigné, comme ta grand-mère, je vais être obligée de me servir de tout le courage que tu n'as pas. » Alors le lecteur, évidemment, même si c'est la deuxième fois ou peut-être même troisième fois qu'il lit le passage, ne va pas s'appesantir forcément sur ces citations. Et si nous le faisons aujourd'hui, c'est bien parce que leur apparition simultanée avec celle de notre passage nous y invite. On constate avec l'aide des notes de la Pléiade que ces 2 citations sont issues d'une seule et même lettre, celle du 9 février 1671, ce qui pourrait suggérer d'autres connaisseurs de Madame de Sévigné combien la fille suit les pas de sa mère,
en lui faisant discrètement écho, puisqu'elle cite la même lettre. Notons surtout combien le contexte d'énonciation de ces citations met leur sens initial sans dessus-dessous. Ma fille, dit ma grand-mère, je te vois comme Madame de Sévigné, une carte devant les yeux et ne nous quittons pas un instant. En comparant sa fille à Madame de Sévigné, en train de suivre amoureusement et anxieusement le trajet de Madame de Grignan sur une carte, c'est-à-dire en comparant sa fille inquiète à une mère inquiète, la grand-mère met étrangement sa propre fille à la place maternelle, intervertissant ainsi la distribution des rôles dans la lettre en question. Et dans la seconde citation, qui est d'ailleurs plutôt une paraphrase, je vais être obligée de me servir de tout le courage que tu n'as pas, figure une interversion du même type, qui est cette fois l'œuvre de la mère à l'égard de son fils. Madame de Sévigné écrivait à sa fille éloignée de faire preuve du courage qu'elle, sa mère, n'avait pas, mais ici c'est la mère qui va se servir du courage dont manque son enfant. Ainsi, la mère et la fille sont-elles des lectrices à la fois profondes et très libres de Madame de Sévigné. Elle n'hésite pas à plier irrévérencieusement le texte à la situation, à jouer avec les positions respectives des acteurs. À ces lectrices virtuoses, le texte oppose, quelques lignes plus loin sur le même placard Grasset, on n'a pas le temps malheureusement de lire le passage qui est long, donc le texte va intercaler juste avant notre passage et sur le même placard Grasset, un long développement orthographe lui aussi, qui est consacré aux mauvais lecteurs et aux imitateurs qui se contentent de clichés, qui se contentent de la Sévigné de tout le monde. Dans un autre train, encore dans un train, cette fois-ci un train de retour, au retour de Venise et non de Balbec, bien plus tard, maman résumera ce type de mauvaise lecture et de mauvaise réécriture par une formule tout à fait magistrale. Nous ne daignons pas ramasser ce Sévigné de tout le monde. Remarquons au passage que cette nouvelle allusion à Sévigné précède alors un autre effet d'étrangement, car cette citation, cette phrase de maman prend place juste avant qu'elle n'annonce à son fils les deux mariages de Gilberte et de la nièce de Jupien, qui donc bouleversent tout à fait l'ordre du monde et les coordonnées sociales reçues. Ces citations inventives et leur triste contrepartie chez les mauvais lecteurs relèvent donc aussi de la préparation narrative, mais d'une préparation antérieure au passage. Elles ouvrent la voie en mode mineur aux fils et petits-fils, à l'usage encore plus inattendu, défamiliarisant, renversant, qu'il va faire à son tour du texte de la marquise, en le commentant, comme vous savez. C'est évidemment la contiguïté des citations de Madame de Sévigné sur la planche Grasset et la simultanéité de leur mise en place qui peuvent suggérer ici cette lecture en réseau et permettre de retrouver un fil certes discret du discours romanesque, mais néanmoins présent et qui est occulté dans le progrès même de la Genèse par la formule frappante qui s'appuie sur l'état précédent pour naître. L'étude génétique permet ainsi de restituer des couches enfouies, de faire réapparaître des logiques qui risquaient de demeurer inaperçues alors qu'elles restent actives, même si c'est plus discrètement. Alors, il resterait à s'interroger sur le choix de la lettre par Proust, sur laquelle une étude de genèse interne ne peut évidemment rien nous apprendre, mais qui nous conduirait, à mon sens, à nouveau du côté de Charlus, via Robert de Montesquieu, qui en effet cite cette même lettre en 1907 dans l'introduction, la préface de ses Chauves-souffles. Donc, comme il faut s'interrompre, je finirai en vous remontrant ces planches des jeunes filles qui restent, me semble-t-il, au premier regard, aussi déroutantes et mystérieuses que les visions lunaires de Madame de Sévigné, car elles aussi, elles nous montrent d'abord des effets et nous ne comprenons certes pas les causes. Merci.